and looking at startup in the DRC today? You can take this. Merci Lionel pour l'introduction. Je vais être bref dans ma réponse, mais je répondrai en français. Et s'il y a besoin de clarification en anglais, n'hésitez pas à poser la question. Alors je pense que pour répondre à la question de Lionel, la réponse elle est premièrement structurelle. Pour beaucoup d'investisseurs qui regardent la RDC de l'extérieur, comme FSD Africa, l'institution pour laquelle je travaille, quand nous voulons investir dans des PME en RDC, nous regardons un certain nombre de facteurs dépendant de l'instrument financier que l'on utilise. Si c'est de la dette, l'une des questions principales que nous regardons, c'est la prédictabilité du revenu. Est-ce que nous avons en face de nous une PME qui a des revenus structurés sur les 3 dernières années, qui peuvent nous permettre de le projeter sur les 6, 9, les 12 prochains mois, et nous permettre de pouvoir avoir un taux de croissance assez correct et nous dire que si nous lui donnons 200, 300 ou 1 million de dollars, il est en capacité de pouvoir le rembourser par rapport à sa capacité d'absorption et son revenu. Donc il y a d'abord la partie prédictabilité de revenu. Deuxièmement, l'un des points importants sur le volet structuration, c'est le collatéral. Comme vous le savez, toute dette a besoin d'une garantie, a besoin d'un collatéral. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un écosystème comme la RDC, beaucoup de PME ont des difficultés à pouvoir lever auprès des banques commerciales, comme l'ont dit certains startups, parce que forcément, il n'y a pas de collatéral. Donc, au-delà du fait que le revenu doit être structuré et bien projeté sur la durée, il y a la partie collatérale, mais il y a aussi un point important qui est la structure de la gouvernance de ces différentes PME, qui est aujourd'hui en RDC est un vrai défi. Je pense que beaucoup de PME ici vont l'attester qu'une des difficultés premières pour lancer des projets en RDC, c'est la composition de l'équipe. Les équipes, très souvent, s'effritent dans les 6 premiers mois de projet. Certains, quand ils ont de l'attraction et qu'il y a des revenus, ça s'effrite parce qu'il y a des discordes entre différents actionnaires. Donc pour nous, la structure de la gouvernance également est un des points importants. Ceci étant dit, les différents fonds que nous mettons à disposition de PME ne sont pas toujours de la dette, mais c'est aussi de l'equity investment. L'equity investment, il y a un certain nombre de facteurs, la prise de participation dans le capital que nous regardons, c'est ce qui veut dire equity. Aujourd'hui, pour déterminer si je viens en equity dans ton business, l'une des questions que je me pose, je sors dans combien de temps ? Parce que de l'equity, je m'attends à du dividende chaque 12 mois. Je ne suis pas sur un modèle où j'attends un remboursement chaque mois avec des échéances. Et en Afrique subsaharienne, pas qu'en RDC, une des difficultés qu'il y a eu dans les récentes années dans l'equity, c'est principalement beaucoup de preneurs de risques en capital aujourd'hui ont difficulté de sortir de leurs différents investissements. Genre, vous allez discuter avec tous les investisseurs qui sont dans la salle. Des prises de position en capital, pas forcément à sortir avant 10 ans. Or, si vous avez 1 million de dollars et que vous investissez en de sortir avant les premières années. Donc, pour répondre à ta question, Lionel, sur les difficultés sur la dette, fait référence à la garantie, structuration de gouvernance et également la prédictabilité de revenus. Mais en equity, l'un des défis majeurs, c'est l'exit. Et on n'a pas un marché, excusez-moi, on n'a pas encore un marché boursier développé qui permet à un investisseur de venir en equity et de se dire que dans les 5, 6, 7 prochaines années, je ferai un IPO qui me permettra de sortir et d'avoir un autre investisseur. Donc pour le moment, je vais limiter ma réponse sur ces éléments structurels et s'il y a des questions, je serai gré de répondre. Merci. Thank you. I will go to Claire. What about FMO? When you assess opportunities in frontier markets like the DRC, what are the red flags that most often delay or block investment decision? Thank you. I'm representing the Dutch Development Bank. Let me start by maybe introducing a program that we are implementing here in the DRC. It's called ARIA. It stands for Africa Resilience Investment Accelerator. This is a program that FMO has set up together with 2 other DFIs with the objective of unlocking investments in frontier markets. We've chosen 6 markets.
which are typically underserved or have received fragmented investments by DFIs, and the DRC is one of them. We have been implementing this program for the last 2 years in the country, and the type of support that we have been doing is investment readiness support for investments that are DFI ready, but also ecosystem building, because we also need to take care of the enabling environment, really asking ourselves, why are we not investing, and what is it that we can do to really unlock the investments. So to date, collectively, we have invested over 50 million over the last 2 years within the DRC. And my being here today is also testament to our long-term commitment in terms of unlocking investments in the country. And so if you think about the types of barriers that we see and the types of barriers that we try to address, we think about barriers at different levels. So look at the barriers at the country level. So think about political instability, conflict, or insecurity. We also think about barriers at the company level. So is the company at the level of maturity where a DFI would come in? Are they compliant with some of our ESG policies that we would like to see? And then we also look at ourselves. Are we deploying fit-for-purpose capital? Are our processes hindering investments from happening? So really looking at those barriers at those 3 levels is really allowing us to tackle the barriers here, but also to unlock investments. In terms of the red flags that we see in the DRC specifically, there are various levels. So we have seen complicated or complex ownership and registration structures, which are a big barrier for investments, but there's also information asymmetry when businesses or founders cannot share in detail the track record, but also the customer and coverage that they have, and we see that as quite challenging. And then also inconsistent governance structures. We have also noticed that that's a problem. And again, this is also the reason why we have set up this program called ARIA, to really look at these issues on a case-by-case basis and see how we can address them, but really with the objective that we and other DFIs can come and invest. Do you see some barriers on the policy side? Yes, there are several barriers. So I think maybe let me just focus on the legal barrier. So as DFIs, we are constantly thinking about when we invest, we need to be able to take our money out. We need to be able to have legally binding contractual arrangements so that when things go wrong, we have legal recourse. And so this also involves having very strong court systems, right? So when we approach a market or want to invest in a country, one of the first things that we would do is to really have an assessment of the legal landscape. What are the requirements? What are the barriers? And if we were to invest, what does that look like? And what do we need to put in place? Certainly the risks are there, but we also see a lot of opportunities. And again, this is also why we are here, so that we can think along together around how we address those the barriers, the risks, both at the country level, but also at the company level. Okay, thank you. This morning, on avait la dame d'Anapi qui nous a parlé de plusieurs réformes en cours. Et avant de pouvoir revenir auprès de monsieur David Mudilo pour en parler, je vais rapidement demander à Bertani, how does the DRC compare to peer African markets competing for the same pools of capital? Is the challenge more about actual risk or about how risk is structured and communicated? Hello. Perfect. Donc, je vais répondre en français. Mon français n'est pas le meilleur, but just for the sake of the main audience, je crois que ça sera un peu plus mieux en français. Okay. Donc, quand on voit les marchés comme par exemple nos frères du Sénégal et nos frères et sœurs du Sénégal, ainsi que du Kenya, ils ont quand même un écosystème un peu plus avancé par rapport à nous. Et ce n'est pas parce que les opportunités sont meilleures, c'est juste parce que leur écosystème est plus mature. Et c'est aussi sequential. Donc c'est un écosystème qui a beaucoup de séquences.
Et les facteurs de cet écosystème sont un peu retrouvés partout, mais il y a quand même juste une différence. Donc, quand on voit l'écosystème en général, c'est comme une pyramide. Au commencement, on a les programmes de formation, les microfinances, donc ce qui donne de la formation. Et après, on a les incubateurs qui suivent. Et ces incubateurs sont aussi accompagnés avec les venture builders. Donc, c'est eux, en fait, qui nous renforcent. Et juste avant qu'on arrive à la fin de la pyramide, on a les regulators, les régulateurs, ceux qui font à ce que cet écosystème soit renforcé et donnent de la confidence à ceux qui sont à la fin de la pyramide d'investir. Et à la fin de la pyramide, on a les angel investors, les venture capital, et après la pyramide, on a la lune. La seule différence est que eux, ils sont très bien synchronisés. Et par synchroniser, c'est qu'ils ont eu à mettre en place une structure de communication qui fait à ce que chaque étape de la pyramide se complémente. Ici, en RDC, le dynamisme entrepreneurial est amazing, fabuleux. Et on retrouve aussi ces aspects de cette pyramide. Mais la seule différence, c'est que ce n'est pas synchronisé. Il y a vraiment, je peux dire, comme un manque de communication ou juste comme un manque de partenariat pour arriver au-delà de la pyramide. Et ce qui est en fait synchronisé est continuel. Et ce qui est continuel est prédictable. Et ce qui est prédictable aide l'investisseur à ajuster son risque. Aide l'investisseur à ajuster son risque. Et voilà pourquoi quand vous regardez dans les écosystèmes comme le Sénégal ainsi que le Kenya et d'autres, l'investisseur peut rentrer un peu plus en facilitation parce qu'il a une conscience, il a quand même fait son analyse vis-à-vis au risque qui est là parce que l'écosystème lui permet de prédire qu'est-ce qui est présent. Alors qu'ici en RDC, le risque, on ne peut pas trop parfois le prédire, juste parce que l'écosystème est fragmenté. Donc c'est un peu ça. Écosystème fragmenté, problème de synchronisation. Je vais revenir à toi, David. On a parlé du Sénégal à 2 reprises. Sénégal qui, après la Tunisie en Afrique, est le pays à avoir adopté la Startup Act en 2020. Et la RDC l'a adopté en 2022. Côté implémentation, il y a eu des hauts et des bas comme nous. Et ce n'est qu'à partir du mois de novembre 2025 qu'ils ont mis en place leur comité de labellisation. Et donc, ma question est de savoir, en RDC, qu'est-ce qui coince? Pourquoi ces problèmes on va dire, plusieurs initiatives isolées au niveau gouvernemental, à différentes échelles. Au niveau national, plusieurs ministères avec différentes initiatives qui portent sur l'entrepreneuriat et les startups. Au niveau provincial, c'est la même chose. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut concrètement, ou bien quel est le problème au niveau gouvernemental pour implémenter les différentes réformes en cours. Est-ce un problème de coordination, de synchronisation, comme le disait Bertani? Est-ce un problème, on va dire, d'incentive ou autre chose? Donc voilà pour toi. Oui. Bonjour à tous, David Moudilo de la Primature, Delivery Unit Primature. Donc pour répondre à ça, je veux dire d'abord que, en fait, il faut considérer que chaque pays évolue selon son propre rythme. La RDC, on a la Startup Act qu'on appelle Startup Act. En fait, l'ordonnance loi 22/030 a été promulguée en septembre 2022. Mais entre-temps, entre septembre 2022 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs évolutions. C'est vrai que d'un point de vue externe, on ne voit pas cette évolution. Mais Lionel et toi et moi, qui faisons partie de cet écosystème depuis 10 ans, nous voyons les choses qui ont changé. Et au niveau public, il fallait aussi se doter des instruments pour nous permettre de comprendre l'écosystème entrepreneurial. Donc, entre-temps, il y a eu l'ANADEC
qui a été créé, qui était avant l'OPEC, et maintenant le gouvernement a créé l'ANADEC avec un rôle un peu plus large. Le gouvernement a créé le FOGEC, qui est le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres instruments qui ont été mis en place, notamment la RSP que la plupart des gens connaissent, qui s'occupe de l'accès au marché pour le secteur privé. Il y a aussi la PROCEM, qui est une agence dont le rôle est la promotion de la classe moyenne congolaise. Pourquoi tout ça ? Ce sont ces instruments-là qui avaient le rôle de mettre en œuvre les politiques publiques liées à la Startup Act. Okay ? Alors, où est-ce qu'on en est avec la Startup Act ? Les ordonnances lois ont été signées en septembre 2022. Il y a des décrets qui devaient être pris entre septembre 2022, on avait 18 mois pour mettre en œuvre. Et ces décrets-là ont été présentés en Conseil de ministres l'année dernière. Ça fait exactement 1 an aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont été revisités dans une commission dans laquelle nous participons, toi et moi. Et je pense que dans les 45 jours qui suivent, on espère que ces décrets-là vont se mettre en œuvre. On parle de quel décret ? Le premier décret, c'est le décret de labellisation des startups. Parce que dans notre écosystème congolais, qui est différent des autres écosystèmes kenyans, etc., on a une définition claire, c'est quoi une startup. Le deuxième décret, c'est le décret sur le comité, la mise en place du comité national de l'entrepreneuriat, de pilotage de l'entrepreneuriat. Parce qu'on s'est dit qu'avec les efforts du secteur privé, avec les efforts de nos partenaires techniques et financiers et les efforts du gouvernement, on a besoin d'avoir un comité qui suit où est-ce qu'on en est et qui est là pour alerter les parties prenantes ou sur les choses qu'il faut mettre en œuvre. On a aussi un décret sur les mesures d'application des incubateurs comme Ingenious City. Aujourd'hui, Ingenious City est un incubateur comme Silicon Village, comme tous ces incubateurs, mais il fallait avoir un texte sur comment agréer ces structures et quels sont les mécanismes par lesquels l'État, dans lequel nous tous nous participons, prend en compte le travail que ces structures privées font et valorise ça justement auprès de nos partenaires extérieurs, notamment les investisseurs. Donc, le processus est en cours, mais il y a encore énormément de travail parce que je pense qu'il y a encore une éducation à faire dans notre écosystème parce qu'il y a beaucoup de concepts que nous ne maîtrisons pas encore très bien et sur lesquels il faut qu'on travaille justement pour mieux les maîtriser. Je pense qu'on était là tout à l'heure, on a entendu des start-upers pitcher et il y en a qui ont demandé, moi je voudrais 2 millions de dollars, on leur a posé la question en equity ou en dette. Et il y en a, je pense qu'il y en a un qui a dit il voulait en equity. Mais qu'est-ce qui lui permet de dire que 2 millions de dollars valent tel pourcentage de sa société ? Ces instruments-là d'éducation financière dans notre écosystème, est-ce qu'ils existent ? Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables de dire que dans notre écosystème entrepreneurial, en général, pas uniquement technologique, on a la capacité d'évaluer la valeur d'une start-up en disant celle-là, aujourd'hui, au stade où on en est, vaut 1 million de dollars ou bien vaut 500 000 dollars. Il faut que, et si on en a la capacité, est-ce que cette information est vulgarisée ? Je vois plein de jeunes entrepreneurs dans la salle. Est-ce que tout le monde comprend comment ça fonctionne ? Ou bien chacun, selon ses ambitions et ses prétentions, peut dire, moi, ma start-up aujourd'hui vaut 10 millions de dollars. Et pour avoir cette discussion avec des investisseurs comme ceux qui sont dans la salle, il faut que notre écosystème arrive justement à développer ces instruments et à être capable d'engager avec l'écosystème international sur des approches connues par tous. Donc je vais m'arrêter là, mais après on continue la discussion. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent
Et on espère que dans les 45 jours, effectivement, ces décrets seront signés parce qu'ils ont été adoptés en Conseil des ministres depuis le 23 mai 2025. Marc, dans votre expérience en tant que conseiller auprès du gouvernement et dans le contexte de la RDC, vous avez plus ou moins une vue d'ensemble sur les différents textes des lois et différentes régulations en RDC. Lesquels de ces textes ou lesquels de ces règlements constituent selon vous une barrière immédiate ou qui impacte directement, qui freine les investisseurs lorsqu'ils veulent s'élancer sur le marché congolais? C'est vrai, on a un peu parlé de la possibilité de pouvoir entrer et retirer son argent, mais de manière spécifique de votre expérience, si vous pouvez citer des législations spécifiques qui freinent ou qui découragent les investisseurs à se lancer en RDC. Merci Lionel pour la question. Je pense que pour répondre cela de façon beaucoup plus pratique et rebondir sur le point auquel Bertani et David ont fait référence, surtout partant de la pyramide et les différents acteurs qui manquent, je pense qu'un des points auxquels on ne fait pas très souvent référence dans le marché congolais, c'est de se dire, toutes les startups qui sont dans la salle, quand il faut lever des fonds, où est-ce qu'ils vont ? Aujourd'hui, une bonne partie de ceux qui veulent lever de fonds, si vous n'avez pas accès aux compétitions avec des subventions telles que COPA, plan d'affaires où on vous donne 10 000, 50 000 et que vous n'allez pas poireauter pendant 12 mois ou 6 mois en train de convaincre une banque qui demande d'avoir votre maison en garantie, aujourd'hui vous êtes très limité, la majorité des entrepreneurs, à lever des fonds. L'une des réformes sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années avec la Banque centrale, c'est celui de permettre à ce qu'il y ait d'autres types d'acteurs qui permettent de financer des projets en RDC, notamment des fonds d'impact. Aujourd'hui, vous êtes une institution financière qui souhaite s'implanter en RDC. L'un des capitals minimum qui vous est demandé dans une fourchette, David, corrige-moi si je me trompe, dans une fourchette de 30 à 50 millions de dollars. Et pour de besoin des ratios de solvabilité, ces 50 millions de dollars, vous n'allez pas immédiatement l'utiliser. Donc vous êtes obligé, si vous venez vous implanter en RDC en tant qu'une banque, il faut lever plus de 60-70 millions de dollars, 50 millions souscrits pour tes ratios de solvabilité à la Banque centrale, il te reste à peine 10 millions pour prêter. Donc, un fonds d'impact qui lève, je dis n'importe quoi, 5 ou 10 millions de dollars, qui veut venir prêter en RDC, a des difficultés. Ce qui fait que la majorité de fonds d'impact regardent des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Aujourd'hui, le Sénégal et la Côte d'Ivoire est en train de rattraper dans la partie francophone. Et c'est des gaps que nous avons dans le marché congolais. Aujourd'hui, moi, je pense que l'un des problèmes majeurs, ce n'est pas toujours de dire qu'il n'y a pas de financement, c'est dire aussi peut-être qu'il n'y a pas les bons acteurs. Aujourd'hui, qu'il faut des capitals concessionnels, patients, qui viennent des différents fonds d'impact, qui sont aujourd'hui dans plusieurs pays anglophones. Aujourd'hui, en Nairobi, pour ne citer que cet exemple, a plus d'une centaine de fonds d'impact, et tout le monde ne va pas toujours lever de l'argent auprès de la banque. Alors, comme l'a dit Bertani, les banques et les DFI, ce sont les derniers peut-être de la pyramide vers qui on va quand on a atteint une certaine croissance, on a une prédictabilité de revenus qui est au-delà d'1 million. En ce moment-là, une institution DFI comme celle pour laquelle Claire travaille est intéressée à vous regarder. Mais aujourd'hui, la majorité des startups, je pense que nous avons regardé les présentations, nous sommes encore sur des revenus en dessous d'1 million de dollars. Donc, pour être en mesure de lever des fonds auprès des institutions, il faut une diversité d'acteurs, notamment des fonds d'impact. Et depuis 2-3 ans, avec la Banque centrale, nous étions sur un projet similaire. Et aujourd'hui, FSD Africa, nous sommes en train de regarder avec la Banque centrale et le ministère de Finances comment est-ce qu'on remet encore ces discussions sur la table pour que plusieurs fonds d'impact arrivent. Aujourd'hui, en RDC, si vous enlevez XSML, par exemple, qui est un autre fonds d'impact qui fait de l'accompagnement principalement en dette, vous n'avez pas beaucoup d'autres acteurs qui aujourd'hui viennent en prêt concessionnel. Donc, je pense qu'humblement, sur la question des réformes,
il faut regarder les acteurs de l'écosystème dans sa globalité. Et je pense qu'aujourd'hui, la majorité des PME qui sont dans cette salle n'ont pas immédiatement toujours besoin d'une banque maintenant. Ce n'est peut-être pas le bon moment, mais il faut passer par d'autres types d'acteurs variés et cela nécessite des réformes pour que ces acteurs viennent, pour qu'ils ne soient pas soumis à des difficultés où on leur demande un capital minimum de 30 millions, un capital minimum de 50 millions, pendant qu'il a fait une levée de fonds à l'international de 30 millions qui peut aller auprès de porteurs de projets qui ont des demandes de 300, 400, 500 ou 1 million comme nous l'avons vu ici. Et la majorité vont vous le dire, hein. Ils vont dans les banques, ils poireautent parfois 24 mois. Ils n'ont pas réponse à leur solution. Merci. Tout à fait, tout à fait. Vous avez parlé des partenariats and I will ask Claire, how can DeFi's like FMO can help to crowd in private capital rather than crowd it out? So as FMO, as a DFI, our role is certainly not to crowd out others. Our role is to de-risk so that private investors can come in and invest. And we do that through different layers of first loss structures, but we also have guarantee facilities. Within we also now have this program called ARIA, which I just explained about earlier, which is about investment facilitation. We cannot do all deals ourselves, right? So to what extent can we also bring in other investors and other DFIs so that we can co-invest? Where the ticket sizes are too large, we also don't want to take the full exposure. We bring in others, but others only come in when we can create that comfort that indeed we are going in together, we have analyzed the risks and we are comfortable with them. And I think also doing that in tandem with several investment readiness programs really helps, because we are looking at investments at different levels, right? So our investments in the local banks and MFIs will be very different from the investments in early stage companies as well. So that would be our perspective. Thank you. Bertani, you're working for vous travaillez pour l'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC. En termes de partenariats qui peuvent être mis en place justement pour faire évoluer ces différentes problématiques, comment, au niveau de l'ambassade et d'autres partenaires, quel type de partenariats peuvent être mis en place pour pouvoir faire avancer les choses, de votre point de vue? Switch in English, just because I want to speak to the other part of the audience. I think the embassy plays 3 key roles. One is to seek to pursue the stability of the ecosystem and the business climate in which he wants his company to either come and operate, or at least in which he wants his institutions to seek to invest in. And one key approach in which we always seek to do that is to work with local institutions, is to work with regulators, and just to make sure that the legislations and the laws and the reforms that have been brought in place are just not there to sound beautiful, but they are there to have a long-term initiative. So they are there to be consistent, and most importantly, they are there to be implemented at a much longer term. The second part is that convening platform that we always seek to sort of establish, and that mainly comes with the fact that it's really important in our duty to make sure that we build a platform for either regulators, investors, startups to seek to share the message, share the information, and seek to build solutions. And that's another initiative we always seek to establish, working for the for the British Embassy. And the other part is relationship building. And by relationship building is to make sure that we make the ecosystem attractive enough over a much longer period of time, just to bring in more investors. So, yeah. Je ne sais pas si nous aurons le temps de prendre des questions dans la salle, mais avant d'y arriver, Monsieur David, si il faut prendre une action, une seule action concrète, dans les 12 à 24 prochains mois, ça serait laquelle pour pouvoir justement rendre la RDC plus attractive aux investissements tout simplement? Je pense que le gouvernement
son Excellence Madame Judith Souminois s'est engagée dans un processus de réforme. Nous sommes en train de développer ce qu'on appelle la politique nationale du financement innovant, dans lequel, justement, par rapport à ce que Marc disait en considérant les fonds d'impact, nous voulons positionner les différents acteurs de l'investissement et les développer au niveau d'abord national avant de pouvoir recourir à des investisseurs étrangers. Je pense que dans notre écosystème aujourd'hui, nous avons déjà d'entrepreneurs qui existent et qui est dynamique. Mais il manque aujourd'hui pour Love Money. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir comment mettre en place des plateformes de crowdfunding sur l'écosystème dans lequel les startups peuvent bénéficier déjà de la Love Money. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire, OK, après la Love Money, après l'idéation, après l'amorçage, de quoi a besoin le start-upper, de quoi a besoin l'entrepreneur? Il a besoin maintenant de fonds un peu plus importants, mais un peu plus. On a besoin aussi dans notre écosystème de développer des réseaux de business angels. On a besoin de structurer, il en existe dans notre communauté, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui ont des moyens, qui ont un peu d'argent d'épargne dans les banques et qui ont besoin d'investir. Mais il faut les éduquer. Pour qu'ils puissent investir dans les startups, il faut les éduquer. Donc, on est en train de nous lancer dans une réflexion sur comment développer des programmes d'éducation financière pour les business angels, pour les potentiels business angels, à la fois à la FEC que dans tous les réseaux d'entrepreneurs Copemeco, FENAPEC, mais aussi en utilisant la diaspora, parce qu'on a aussi une grande diaspora qui envoie chaque année près de 2 milliards de dollars au pays. Après les business angels, le business angel a la capacité d'investir, mais pendant une durée précise. C'est en ce moment-là qu'interviennent éventuellement les fonds d'impact. Il faudrait qu'on en ait quelques-uns au niveau national, mais aussi lier les acteurs au niveau national avec des acteurs internationaux comme ceux qui sont dans la salle, pour que ce processus-là et cet écosystème se construisent et que à chaque étape, l'entrepreneur puisse bénéficier des fonds nécessaires pour sa survie et son développement. Voilà un peu ce dans lequel le gouvernement s'est lancé. Il y a toute une commission dans laquelle il y a la Banque centrale, le ministère des Finances, le ministère de l'économie numérique, le ministère des PME, la primature, la présidence. Parce que nous avons compris aussi une chose, que des fois, nos partenaires ne discutent qu'avec une seule entité au niveau gouvernemental et on n'arrive pas justement à partager les connaissances et partager les bonnes pratiques qui existent ailleurs dans tout l'écosystème. Donc au niveau gouvernemental, on a construit aussi cet écosystème qui doit intervenir dans le financement des startups. Et ça, on peut espérer avoir des résultats sur les 12 prochains mois. Je ne suis pas habilité à dire ce qui est en train d'être préparé, mais il y a une grande conférence sur le financement innovant qui est prévue le 24 mars de ce mois. Et à partir de cette conférence-là, le gouvernement va prendre les engagements qu'il faut pour aller à la vitesse. Mais ils vont mettre en place un projet pilote, et dans ce projet pilote, on aura des objectifs clairs sur 12 mois ou bien 24 mois. Merci. On va peut-être prendre une question dans l'audience. Oui, je vois ici une main levée. Les hôtesses, je ne sais pas si elles peuvent nous aider. Soyez concis et précis, s'il vous plaît. Christelle Ilaka, co-founder of Volpay. My question is for Mark. I listen you talk about the difficulty to coming into the market because of the exit, right? Because when you invest, you look at the next 12 months you want to exit. My question is, at what stage are you coming in to invest for your funds? What are like the stage you invest in? Because the reason I'm asking that, I would argue within 12 months, when you did talk about the criteria for your investment, I would say you can look at the possibility for the next fundraising. So if you invest, for example, when I'm at
pre-seed, and then you can exit at my Series A, or you can exit at my Series B. So that's why I'm asking, what is like your level of investment? Thank you. Well, thank you for your question. I'll respond in English just to make sure that the comprehension is very easy. So we do have different type of funds, right? So most of our funds don't only look at early stage and pre-seed or seed type of capital to provide, but we also have growth stage type of funds who can also provide Series A type of capital that you're looking for. And in terms of exit, we don't just look, I mean, a lot of the investors would look at a time horizon, especially on the equity side, of 5 years and plus, right? But what I was mentioning is if coming into your company with, let's say, 1, 2, or 5 million, I want to make sure that in 5 years time horizon, you have enough valuation that gives me the profits and the margin that I needed to exit and then put my money into other type of investment. And the good thing about FSD Africa is that we have funds across the whole spectrum. So we don't just have funds who look at pre-seed type of SMEs, but we also have those who look at Series A, Series Bs, and Series C. So in Africa, we've been able to put our catalytic capital across over 30 funds. And most of our funds are catalytic, so we come in the capital structure of these funds with the vision of leveraging senior capital in the long term. So all that to say, you know, we don't just look at the small type of money. We can put the small type of capital with the funds that we have, but we can also put a senior type of capital with the other type of funds that we run across Africa. Yes. Thanks. Thank you. On peut prendre une dernière? Oui, une dernière. Je vois la main levée là. Les hôtesses. Hergé Mombo des Gift Store. J'ai une question rapidement pour M. David Mugilo. Vous avez parlé de la Startup Act qui a été promulguée en 2022 et qu'en interne vous avez des avancées. Nous, de l'autre côté, en tant qu'entrepreneurs, on ne voit aucune visibilité. Quelles sont les avancées concrètement sur la Startup Act jusqu'à présent? Quelles sont les avancées sur la Startup Act? Déjà, l'existence du projet de la NADEC, qui sont des publics qui existent et qui fonctionnent. Le FOGEC, depuis la promulgation de la Startup Act, a déjà financé à peu près 2 millions, 2,5 PME, start-upers dans l'écosystème, principalement à Lubumbashi, Kinshasa, Matadi et je pense Goma. Donc ça, c'est une avancée. Mais effectivement, il y a encore des choses qui sont en cours. Les avancées liées à la Startup Act ne sont pas que des textes. C'est aussi les instruments qu'on met en place dans l'écosystème qui n'existaient pas avant. Lorsque nous, moi j'étais aussi entrepreneur dans le temps, lorsque nous on a commencé nos projets entrepreneuriaux, on n'avait pas le FOGEC chez qui on pouvait aller et essayer de demander même $50,000, une garantie de $50,000 pour qu'une banque me prête de l'argent. Il fallait qu'on se débrouille. Aujourd'hui, le FOGEC existe et a déjà une expérience de mise en œuvre de projets de garantie jusqu'à 2,5 millions. C'est une avancée. Mais effectivement, il y a encore du progrès à faire. Et je pense que la NADEC travaille beaucoup avec les incubateurs pour essayer de voir comment créer un référentiel d'incubation, un processus clair d'incubation dans lequel tous les jeunes peuvent s'inscrire et ressortir avec des compétences réelles en termes d'entrepreneuriat. C'est une avancée parce que, bon, quand nous on commençait, effectivement, il y a 10 ans, on n'avait pas ce cadre-là qui pouvait nous accompagner. Mais, comme nous tous nous sommes conscients, il y a des efforts, il y a encore du travail à faire et on essaie de faire avancer les choses. Et le gouvernement est vraiment inscrit dans ça. Vous savez que le chef de l'État a organisé la table ronde sur l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes il y a à peu près 3 ou 4 mois. Et derrière ça, il est derrière la mise en œuvre. Il a insisté encore plusieurs fois en conseil de ministre sur la mise en œuvre des résolutions de cette table ronde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur les hautes autorités du pays et nous, en tant que techniciens, nous travaillons pour la mise en œuvre de ces. Je vous remercie. Merci beaucoup, David. Et je pense que sur cette note que nous allons mettre un terme à ces panels. Merci à tous. Thank you all for your contribution.
Merci. Thank you so much, Lionel. Thank you.